Donc l'astronomie. Voilà. Alors, mon idée là, ça ne va pas être de répondre à absolument toutes les questions, parce que là, pour le coup, on parle d'univers et l'univers est infini, comme vous le savez, ou presque. Et donc, l'idée va simplement être de se mettre dans la peau de celui qui sort, qui lève la tête et qui a envie de savoir ce qu'il a au-dessus de la tête. C'est de vous donner des outils pour aller plus loin. C'est vous donner aussi des outils pour avoir envie de rêver. Parce que l'astronomie, c'est voir. L'astronomie, c'est aussi comprendre. Parce que pour aller très loin dans les étoiles, c'est aussi aborder l'astrophysique et aborder la mécanique quantique. Ce qui est aussi passionnant. Si vous voulez rêver sur l'espace-temps, eh bien, le mieux, c'est d'aborder l'astrophysique par son côté mathématique. Donc là, l'idée, c'est on sort dehors, on lève les yeux et on dit c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Et à quoi ça sert? Donc, qu'est-ce qu'il y a à voir? Donc, dans l'univers, il faut savoir qu'il y a deux types d'objets, on appelle ça des objets. Il y a les planètes et toutes ces formes, toutes ces dérivées, tous ces états, et les étoiles. Et c'est tout. C'est tout. Il y a des étoiles qui sont regroupées en galaxies, des galaxies qui sont regroupées en amas, des amas qui sont regroupés en superamas, etc., etc. Et le tout étant contenu dans l'univers qui est infini. Ou pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on lève le nez au ciel? On voit des petits points. Et donc là maintenant, on sait que c'est soit des planètes, soit des étoiles. Mais on ne sait pas encore les identifier et on n'a pas forcément les outils pour le faire. Donc un des meilleurs outils pour observer le ciel, bien entendu, c'est d'avoir une carte du ciel, donc une carte du ciel basique. Ça, il y a plein d'applis qui fonctionnent super bien. Et du coup, vous téléchargez l'appli, vous mettez votre téléphone là, dans la direction de ce que vous observez, et vous avez le nom de ce que vous observez. Ça, c'est génial. Hein. À l'époque, il fallait des cartes en carton qu'on faisait tourner et tout. C'était compliqué parce qu'on voyait rien d'abord, parce que par définition, il fallait pas trop éclairer. Et c'était vraiment le bazar. Là, c'est vraiment super avec les premières applis sur les ordis, c'était déjà bien. Mais alors là, sur les portables ou les tablettes, c'est vraiment extra. Ah ouais. Alors, on avait déjà les logiciels pour. Oui, c'est ça. Avec l'écran en rouge pour pas s'éblouir et tout ça. Maintenant, ça s'est développé. Sur les tablettes, Il y a peut-être aussi tout budget disponible. Ah oui, gratuit. Ah ouais, gratuit, Il y en a plusieurs des gratuites. Bon, perso, je me sers de celle de Google qui est bien foutue. Donc voilà, il y a une exception, ce sont des satellites qui des fois chopent la lumière du soleil et donc on les voit, par exemple. C'est les trucs qu'on voit passer. La station ISS. Ouais, c'est les ovnis. Quand on regarde, reste sans bouger, qu'on regarde le ciel et puis qu'on voit les étoiles et c'est magique et puis on en voit de plus en plus au bout d'un moment et puis à un moment on se dit oh il y a un truc qui passe. C'est pas une étoile filante. Si ça passe doucement, c'est pas une étoile filante. C'est effectivement un satellite. Mais comme les satellites, pour être protégés de la chaleur du soleil, ils sont habillés avec de l'aluminium, des Kevlar, etc. Je sais pas quoi. En fait, de temps en temps, suivant l'angle, ils nous renvoient juste un éclat de lumière du soleil et on peut le voir pendant x temps dans le ciel. Et puis à un moment, paf, ça disparaît. Mais c'est juste que le satellite, n'importe quel satellite, météo, etc. À un moment donné, il est éclairé par le soleil et nous, on le voit dans la nuit. On voit son reflet simplement. Alors, qu'est-ce qu'on voit avec ses yeux dans le ciel? Dans le ciel, on voit des étoiles qui ont été classées depuis très longtemps en constellation. Alors, depuis très longtemps, ça veut dire quoi? Ça veut dire depuis que l'humain ou le proto-humain lève la tête et se pose des questions, forcément, il a un point de référence. C'est-à-dire que nous, on a des milliers de points de référence. On a l'heure, on a les infos, on a plein de choses qui rythment notre vie. Alors qu'avant, ça n'a pas toujours été le cas. Et pendant extrêmement longtemps, il n'y avait que ça comme point de référence. D'une part, en point de référence technique, mais aussi en point de référence religieux.
C'est-à-dire que tout simplement, il levait la tête, il y avait un truc, enfin, il y a une sensation de vertige. Et cette sensation de vertige, ne sachant pas, l'humain fait toujours ça quand il ne sait pas, il dit ouh, c'est surnaturel. Et que personne ne pouvait ignorer, quoi, que tout le monde connaissait, que où que tu sois dans le monde, tu partages ça. Donc ils vont, dès le départ, les humains vont dessiner des formes pour se rappeler, pour se faire des moyens mémotechniques, ils vont dessiner des constellations et repérer aussi le mouvement du Soleil et le mouvement de la Lune, au fil du temps, au fil des années, au fil des saisons. Ça va rythmer et leur vie technique, et leur vie religieuse, et je dirais leur vie festive, parce que n'oublions pas que les solstices et les équinoxes sont des grandes fêtes. Donc, par chez nous, ce sont les fêtes celtiques. Donc, en l'occurrence, par exemple, Noël, les feux de la Saint-Jean. Voilà, en fait, Yule, Beltane, Imbolc et Samhain. Voilà, ça c'est des grandes fêtes celtiques qu'on retrouve en Irlande et dans les pays du Nord. Voilà, ça va être aussi un moyen de rythmer. Et quand on peut faire la corrélation entre les trois, c'est-à-dire que quand on fête Noël, ça veut dire qu'on fête avec les dernières denrées fraîches qu'il y a. Après, c'est selon comment dure l'hiver, la longueur et la rudesse de l'hiver. Mais tout le monde sait, d'où l'expression « il ne passera pas l'hiver », tout le monde sait que l'hiver fera des morts, de toute façon. Que ce soit les faibles ou que ce soit parce qu'il n'y a plus à manger, parce qu'il est trop long, etc. Donc ces fêtes prennent vraiment un sens très fort. Et donc il faut vraiment imaginer le vertige supplémentaire qu'ont les anciens, et le sentiment soit d'envol, soit d'écrasement, quand il lève le nez au ciel. Donc voilà, toutes les civilisations, mais ça j'en reparlerai tout à l'heure, toutes les civilisations qui sont uniquement en forêt très très dense, comme les forêts du Nord, vont donner des noms, vont trouver leur propre dessin dans le ciel. Donc ces dessins dans le ciel, ce sont des dessins totalement arbitraires, c'est-à-dire que les étoiles qui la composent sont de partout. Il y a des milliers d'années-lumière, ou des centaines d'années-lumière, ou des dizaines d'années-lumière entre chaque point qu'on peut relier. Mais ça, à la limite, ils s'en foutaient, c'était pas ça le truc. L'idée, c'était vraiment d'avoir une forme mémotechnique qu'on pouvait retrouver. Donc, ils vont aussi détecter les formes qui sont qu'on ne voit que un peu, c'est-à-dire qui sont en bas de l'horizon, qui se trouvent à la frontière du jour et de la nuit, et qui sont difficilement perceptibles, qui sont les constellations qu'on appelle zodiacales. Donc ça, c'est un petit sport, c'est-à-dire arriver à être dans un lieu qui permet d'observer les constellations zodiacales, ce qui me permet d'enchaîner avec comment observer. Donc comment observer, pour cela, il faut un ciel pur. Le meilleur des ciels, les deux meilleurs ciels, c'est des ciels de montagne et des ciels après la pluie. Après la pluie, tout simplement parce qu'il y a des poussières dans l'atmosphère, et quand la pluie entraîne les poussières, et donc c'est là où c'est le plus beau. Et la montagne, pourquoi? C'est parce qu'on est en altitude? Non, voilà. Si c'est ça. C'est parce qu'on est plus mais près des étoiles. Non, parce que l'atmosphère est moins chargée. Peut-être un peu moins de nuages au-dessus de la tête. Voilà. Et l'autre chose aussi, c'est le froid, qui lui va permettre à la formation d'être encore plus claire. Voilà, ça c'est les conditions pour observer. Observer quelque chose en ville, c'est quasiment impossible. Donc on parle de pollution lumineuse dans ce cas. Ce qui fait que, par exemple, toute la région parisienne, on peut quasiment rien observer, à part la Lune. Seule la pollution lumineuse gêne, la pollution de la ville en général, ça n'intervient pas. La pollution tout court, c'est des particules dans l'atmosphère, donc forcément ça va donner ça. Mais effectivement, quand tu allumes une lampe à côté à côté d'une petite lampe, ça marche pas. Il faut savoir que dans les yeux, on a des petits bâtonnets qui nous permettent de voir la nuit. Et pour voir la nuit, il faut qu'ils soient excités, les bâtonnets. Donc pour exciter ces bâtonnets, il faut être dans le noir. Et si vous vous éclairez, il faut que ça soit de la lumière rouge. Voilà. Donc voilà, pour s'installer, pour regarder les étoiles. Donc, excusez-moi. C'est du direct. Voilà. Donc pour observer le ciel, donc s'installer tranquillement,
Même l'été, prendre un truc chaud parce qu'il faut rester patient pendant un moment. Se trouver une appli ou une carte du ciel. Et puis essayer de comprendre les figures mémotechniques qu'il y a sur la carte. C'est important de connaître les constellations pour pouvoir s'intéresser à... Alors, franchement, il n'y a rien dans l'astronomie qu'on fait qui soit intéressant, qui apporte quelque chose à la science. Hormis un travail de fond pour répertorier les petits astéroïdes. Et là, il faut une telle quantité de gens que, bien entendu, les professionnels, même plus les stagiaires, n'ont pas la possibilité de faire. Donc, il y a des gens qui ont un travail complètement besogneux, sans être péjoratif, qui est d'observer systématiquement. Puis, oh, là, il y a un truc, on ne l'avait pas vu. Donc, il y a pas mal de choses qui ont été détectées par les amateurs. Mais bien entendu, depuis les années, je dirais depuis les années 30, l'astronomie amateur, elle ne sert pas à grand-chose, à part ce long travail de gens qu'on peut presque considérer qui sont aussi professionnels que les professionnels, même s'ils n'ont pas eu leur thèse sur le sujet. Mais nous, ça nous permet juste de mesurer notre place, de se poser des questions essentielles. Donc le fait de pouvoir se repérer, bah, c'est chouette parce que c'est un moment d'échange avec les autres. C'est un moment où on est tranquille, au calme, et donc forcément, on va laisser rentrer en soi les questions qui sont liées à l'univers qu'on est en train de voir. Parce que sachez une chose, c'est que la lumière voyage à la vitesse de la lumière et que donc elle met du temps. Et quand on dit en années-lumière, ça veut dire que c'est à la vitesse de la lumière, le temps que la lumière met pour parcourir un trajet défini. Donc, quand on dit qu'une étoile est à 20 années-lumière, ça veut dire qu'elle va mettre la lumière, que nous on considère comme instantanée, en fait, la lumière va mettre 20 ans à nous arriver. Donc, plus vous regardez loin, et plus vous regardez dans le temps. Et donc, si vous regardez une étoile qui a 300 000 années-lumière, vous regardez à 300 000 ans en arrière. À titre d'exemple, si je me souviens bien, le Soleil, on le voit avec 8 minutes de oui. décalage. Ouais. C'est déjà, on se rend compte que c'est bon, on se dit le Soleil c'est déjà loin de la Terre, mais en fait c'est quand même ce qui est l'astre le plus proche de nous. Et on le voit déjà à 8 minutes. Voilà, 8 minutes, ça veut dire que s'il pète, s'il détruit, on ne le saura que 8 minutes plus tard. Ouais. Voilà, juste ça. Mais déjà, donc, voir une étoile, c'est voir dans le temps. Puisque la prochaine étoile, alors je vous ai dit les chiffres, j'ai un petit peu tout zappé avec la fatigue, mais limite c'est pas grave, vous avez Wikipédia pour ça. C'est Proxima du Centaure, donc si un jour on explore une étoile, ça sera Proxima du Centaure. Eh bien c'est déjà voir en arrière. Alors à jouer à voir en arrière comme ça, on a des télescopes professionnels, on a aussi des télescopes spatiaux, donc le vieux Hubble. Il y en a un là qui théoriquement est lancé dans pas très longtemps. Est-ce que j'aurais vu 2018 par exemple? Alors, je ne sais plus. Je ne suis pas du tout au courant, je vais pas pouvoir t'aider. Bon, en tout cas, qui nous permet d'aller voir très loin. Il n'y a pas que des télescopes qui voient l'image. C'est-à-dire que les informations nous parviennent sur un spectre complet. Y compris, par exemple, quand on prend le spectre de la lumière, eh bien, il y a la lumière, puis il y a, par exemple, les infrarouges et les ultraviolets. Eh bien, voilà, on a des satellites qui vont, eux, capter autre chose que la lumière et qui vont aller... Donc, on a des satellites infrarouges, on a effectivement des satellites ultraviolets, on a du rayon X, voilà, on a des satellites qui vont détecter les neutrinos, qui essayent. Voilà, on a plein d'autres moyens de voir encore plus loin. Alors, à voir si loin, on est arrivé à voir le début de notre univers. Notre univers qui a 13,8 milliards d'années. Et quand on regarde ces images, parce que celles-là, on les trouve partout sur le net, eh bien, on voit la trace de quelque chose qui a eu lieu à ce moment-là. Et c'est que maintenant que la lumière, voilà, on voit tellement loin dans le temps que la lumière a mis tout ce temps à nous arriver. Et ça, si je me permets d'intervenir, il faut bien se rendre compte aussi que c'est les limites de l'univers observable.
Il faut se dire aussi qu'aujourd'hui, du coup, parce que c'est en monde passé, mais aujourd'hui, l'univers va bien au-delà de cette limite-là, finalement. Ah non, là on est au bout. On est voilà, au on est au bout. Big Bang, c'est-à-dire au moment de la création de l'univers. La création de D'accord. l'univers, on a des hypothèses, on a zéro info sûre. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses. Le Big Bang, c'est une explosion. Ça, on le sait. Une explosion, il faut y aller quand même mollo parce que c'est pas paf. C'est paf, mais paf, 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 paf. Voilà. C'est une réaction en Il y a chaîne. une soupe cosmique. Il y a une soupe cosmique qui va petit à petit s'éloigner, comme pendant une explosion. Et là, on en est voilà, à l'éloignement 13,8 milliards d'années après. Voilà, ce Big Bang, de cette observation, on peut en déduire que l'univers est en expansion. On ne sait actuellement pas si l'univers... on sait que l'univers est infini, a priori. Juste essayer d'imaginer un peu l'infini. Et l'infini, il est dans quoi? Vous pouvez imaginer un canard qui vogue dans l'eau. La pyramide de Khéops, selon la vidéo, je ne sais pas si tu l'as vue. Non, je veux pas. Je veux pas je veux même pas en parler. D'accord, très bien. L'infini. En fait, donc, il y a une des théories, moi que j'aime bien, celle-là dont je vais parler, qui est celle du Big Crunch, qui dit qu'une fois que l'univers aura atteint sa limite, c'est-à-dire que la limite, elle est physique, hein, c'est l'attraction qu'il y a entre les étoiles, la gravité et aussi l'âge des étoiles qui fait qu'elles seront de plus en plus petites, eh bien l'univers se refermera sur lui-même en Big Crunch pour refaire un Big Bang et renaître. Voilà. C'est une des théories, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, mais pour l'instant, on n'a pas d'infos plus loin. Alors, je vais revenir après, quand on est toujours sur notre chaise longue, / sac de couchage, / tapis, ce que vous voulez. On est là, puis on voit d'autres choses aussi. On voit les planètes. Les planètes qui font partie de notre système solaire. Donc, le système solaire, c'est quoi? C'est un jour, il y a une étoile qui est née. Autour de cette étoile, grâce à sa masse, parce que je vous rappelle le principe de tout tourne autour de tout. Grâce à sa masse, se sont accrétionnées des poussières qui se baladaient par là, puisque là on est encore dans un univers où il y a encore pas mal de débris qui se baladent, et vont s'accrétionner en planètes autour de l'étoile qui va prendre donc prisonnier ces particules. Et tant que la force d'attraction de cette étoile, donc notre Soleil, tant que cette attraction existe, eh bien, on a donc 9 planètes. Et oui, parce qu'il y en a une, et oui, et non, elle était planète, pas planète. Donc maintenant, on a dit que c'était une planète, mais une petite, comme ça tout le monde est content. Et puis on a eu, je pense que la plupart d'entre vous le savent, on a eu des photos donc, de Pluton il y a quelques jours, qui nous a fait le plaisir. Oui, la sonde New Horizons qui nous a montré des images absolument incroyables, sachant que en fait ça c'est un pari, un combat une dizaine d'années, voilà, contre l'administration Bush en fait, qui avait supprimé tous les crédits. Il se trouve que Pluton est en train de perdre son atmosphère, et son atmosphère est en train de retomber sur Pluton, et donc la planète va être d'ici 2020 a priori recouverte totalement de glace. Donc c'était vraiment une mission d'urgence, et il y a des chercheurs, des ingénieurs qui ont réalisé absolument un exploit absolument incroyable, se servant entre autres de Jupiter pour faire un effet de fronde, pour aller encore plus vite et nous donner des images. Donc images qui vont arriver au compte-gouttes pendant des mois et des mois, parce que évidemment il faut de l'énergie pour envoyer ça, donc ils économisent l'énergie, donc ça va tout doucement. Donc voilà, on a 9 planètes et on peut en observer, on peut quasiment toutes les observer, cette fois pas toutes à l'œil nu, mais avec un petit télescope. Donc, nos planètes, elles sont donc 9. Donc, il y a Uranus qui est proche du Soleil. Planète de cailloux. Non, Vénus.
Vénus, qui est proche du Soleil. Non, c'est pas. Non. En plus, je dis une connerie, c'est pas Uranus, c'est Mercure. C'est Mercure. Mercure, c'est une planète de cailloux On a l'air bien. tellement proche, C'est Mercure. tellement proche du. Oui, Mercure. Voici toute nouvelle. Qui est donc c'est une planète de cailloux qui n'a pas tellement d'intérêt compte tenu de sa proximité au Soleil. Si un jour on va miner une planète, ça sera celle-là. Ensuite, Vénus, qui est appelée la sœur jumelle de la Terre, mais comme trop proche du Soleil, eh bien, qui a perdu son non, c'est pas elle qui du coup a perdu son atmosphère aussi. En tout cas, elle est pleine de volcans. Elle cramait, c'est un truc qui a été magnifique quand on a eu les premières images. C'est ces volcans géants. Donc, oui, j'ai oublié de dire que Mercure est observable quelquefois le matin. C'est vraiment un micro point avec un télescope de base. Pour ceux qui veulent savoir, un télescope de base, ça s'appelle, distance focale et longueur du tube, un 115-900. Voilà, ça, avec ça, on peut observer un petit peu tout ça. Vénus est observable le matin ou le soir, pas toujours, et selon des fois elle est plus proche, des fois elle est moins proche, puisque ils ont une course elliptique autour du Soleil, comme la Terre. Ensuite, on a la Terre, donc qui est la copie de Vénus, sauf qu'on ne crame pas et on a pu se développer. Ensuite, on a Mars. Alors Mars, ma foi, elle n'était pas assez grosse, la pauvre. Donc l'atmosphère s'est évaporée. On sait maintenant qu'il y a eu de l'eau, il y a eu tout ça, et qu'il y a eu les premières briques du vivant sur Mars. Ensuite, on a des planètes gazeuses. Donc celles-là, on ne peut pas en faire quelque chose. Donc on a Saturne et Jupiter. La particularité de Saturne, c'est ses anneaux. Je n'ai pas parlé des satellites, mais j'en parlerai plus tard. Neptune aussi que tu as. Neptune est plus loin en fait. Donc Jupiter, donc Saturne a ses anneaux, ils sont vraiment très très beaux. Donc ça, on peut l'observer même à l'œil nu, mais dans certaines circonstances. Donc là, je vous invite aussi à aller voir ce qu'on appelle un éphéméride, et qui permet de savoir quand est-ce qu'il y a des trucs un petit peu différents, un petit peu cool à voir. Ensuite, on a Jupiter. La particularité de Jupiter, c'est que c'est un soleil raté. C'est-à-dire, c'était à 2 doigts que Jupiter s'allume et devienne un autre soleil auquel cas on n'aurait pas existé. Voilà. Après, ensuite, on a Neptune. Neptune qui est une planète glacée. Voilà, où il n'y a pas tellement d'intérêt et on ne peut pas l'observer. Il n'y a pas Uranus Uranus, pareil. Voilà. Et après, on a Pluton. Alors, Pluton est sur le bord de notre système solaire, est entouré d'une ceinture d'astéroïdes. Donc, quelquefois, on dit mais celui-là, il y a eu des. Quand Pluton a été déclassé du système solaire, en fait, c'est de dire, oui, mais non, dans la ceinture de Kuiper, il y en a qui sont aussi gros que Pluton, donc ils pourraient peut-être prétendre à. Donc voilà, on a ça qui gravite autour de nous. Voilà. Toutes ces planètes étaient en capacité d'accrétionner autour d'elles d'autres particules, d'autres cailloux. Et ces autres cailloux ont donné des satellites. Alors nous, on a un qui est très chouette, qui donne lieu à plein de légendes, qui nous éclaire la nuit, et qu'on peut voir à l'œil nu et apprendre sa géographie, c'est la Lune, tout simplement. Est-ce qu'on sait d'où vient la Lune? Parce que moi, j'ai entendu en tant que néophyte des théories, mais alors, on ne sait pas, en fait, au final. Moi, j'avais entendu que c'était un astéroïde qui était arrivé sur une comète, qui était arrivé sur la Terre, qui avait décroché un bout de la Terre, qui avait fini par former la Lune. Ou est-ce que c'est vraiment, du coup, un nuage de poussière qu'entourait la Terre à sa création qui a fini par former la Lune? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on a que des hypothèses ou est-ce qu'on a un truc qu'on est à peu près sûr? Bon, on est quasiment sûr, c'est-à-dire qu'on a toutes les preuves de ça et il n'y a pas encore la réfutation d'absolument tout. Mais voilà, donc tout le monde part sur cette hypothèse-là. Donc il faut savoir qu'à ce moment-là, il y a des cailloux partout. Et donc il y a la Terre est au stade de la protoplanète. Et puis boum. Voilà, il y a une comète qui le percute. Et a priori, ça sera une histoire de billard.
Ce qui fait que, mais on ne retrouve pas du contenu de la Terre dans la Lune. D'accord. C'est donc qu'il y a eu un apport. On peut imaginer un combo billard vs patafix. Voilà. Et donc ça a donné la Terre et la Lune est restée captive. On a de très beaux satellites à observer évidemment sur Jupiter et sur Saturne. Et puis après, il y en a d'autres. Il y en a qui sont très intéressants. Il y a entre autres Titan. Et Europe, pour ceux qui connaissent 2001 et l'œuvre d'Asimov, il y a 2010 avec Europe. Parler d'Europe, ne touchez jamais à cette planète. Et de fait, il semble qu'Europe aussi ait des briques du vivant. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour du système solaire et que effectivement, on n'en sortira pas au niveau des objets qu'on peut observer. À l'exception d'autres petites choses, c'est-à-dire ces cailloux, quand je vous disais quand c'est pas une étoile, c'est une planète. Ouais, parce que du coup j'avais une question de Initial Brick Brother qui disait que du coup les météores comètes, ça c'est le statut de planète, et les trous noirs c'est quoi? C'est suivi d'étoiles. Oui, donc c'est du des coup, étoiles. il rebondissait un petit peu sur ce que tu disais. Ce sont des étoiles. Tu Après, vas je vais pouvoir en m'éloigner parler, du système solaire en passant par les étoiles. Donc en fait, on a observé deux choses. On a d'abord des comètes, qui sont justement des résidus. La particularité des comètes, c'est quand on les voit, souvent elles contiennent de l'eau, qui va donc, en passant près du système du Soleil, fondre, se ioniser, etc. Ce qui fait qu'on les voit. Et puis ça lâche des petites particules, toutes petites, minuscules, parce qu'on ne voit... Voilà, et ce sont des étoiles filantes. Alors je vous conseille... le plus bel essaim d'étoiles filantes qui se trouve aux alentours du 10-11 août. Et là, c'est un spectacle qui est assez magnifique. Donc la grande question qui est souvent posée aussi, c'est d'où viennent du coup ces comètes, d'où viennent cette eau qui est dans l'espace. Est-ce c'est des résidus de la création de certaines autres planètes? C'est ça. Est-ce que c'est à partir du Big Bang quand je sais pas moi, des planètes se sont rencontrées, ça fait des éclats, et puis après c'est pas voyager. L'eau est une molécule, comme les autres, donc comme toutes les autres, elle a été fabriquée au cœur des étoiles, et puis après, elle vit sa vie. Donc ce qu'on a, les comètes, perdent des petites particules qui nous donnent des étoiles filantes. Donc le jeu à faire, le mi-août c'est pas loin. Quand on s'installe dessous, en fait, c'est de les observer et de noter sur un papier tout simplement la longueur et la force de la traînée qu'on a vue. D'accord. Bon, ça sert absolument à rien. Juste peut-être à deviner là, à essayer de. Non, mais on se fait un petit graphique tous les ans. C'est D'accord. Bon, c'est un souvenir d'été, c'est un très beau souvenir d'été. Évidemment, avant, quand ils cherchaient à comprendre comment était foutu l'univers, c'était important. Puisque les astronomes se sont intéressés évidemment très très tôt à comment que ça marche ce truc-là. Donc, est-ce que je dois m'égarer sur l'histoire ou pas? On va peut-être rester sur les objets. Et donc voilà, ils cherchaient à comprendre. Donc ça, ils notaient d'où ça venait. Donc les étoiles filantes portent le nom de là d'où elles semblent venir. Donc là, au mois d'août, sont les Perséides qui semblent venir de la constellation de Persée. Voilà, qui est une constellation, qui est une des constellations d'été qu'on voit très très bien dans le ciel en levant la tête. Et soyez patients jusqu'à peu près 2-3 heures du matin, c'est là où vous verrez les en fait, on sait qu'il y a le voyage du coup de système solaire en système solaire. Est-ce qu'on peut en imaginer certaines qui iraient de galaxie en galaxie? Non, mais elles ne voyagent pas, les particules. Ça ne voyage pas? Pas vraiment. Donc en fait, là maintenant, on a fait le tour du caillou. Donc à savoir maintenant, les progrès ces dernières années dans la connaissance de tout ça ont été absolument gigantesques. On sait qu'il y a des planètes partout. On sait que des planètes qui vont héberger du vivant, il y en a énormément. Les extraterrestres, a priori, ça existe, si on veut bien se contenter d'amibes, a priori c'est sûr, il y en a, ça il n'y a pas de problème là-dessus. Après la rencontre avec l'extraterrestre... forme de vie intelligente, voilà, parce qu'après, je vous rappelle la distance entre les étoiles, donc le temps que la lumière arrive, grosso modo, il est tout à fait possible que la civilisation et toute trace de vie ait disparu. Et voilà, c'est aussi un truc spécial. Donc maintenant,
Qu'est-ce qu'on a dans l'univers? Dans l'univers, on a des étoiles. Les étoiles, c'est un noyau, de l'hélium et de l'hydrogène. Au départ, c'est un noyau qui va petit à petit, grâce à l'effet de masse, à l'attraction entre particules, va finir par s'allumer. En s'allumant, on obtient une étoile. Mais déjà, un nuage de particules est une future étoile. Donc on peut en observer dans le ciel d'hiver. Il faut regarder la constellation d'Orion, qui est une pépinière d'étoiles. Voilà, c'est plein de bébés étoiles. Et c'est super mignon. Ça fait pas de bruit, mais c'est super mignon. Voilà, la constellation d'étoiles, donc la constellation d'Orion qui est à observer pour ça. Ensuite, une fois que l'étoile va s'allumer, elles vont être rangées, elles vont être différentes. Il y a des géantes, il y a des étoiles moyennes et puis il y a des étoiles naines. Donc les étoiles géantes, c'est celles qui sont les plus grosses qu'on voit. Donc par exemple, dans les constellations, c'est souvent des géantes qui sont généralement, qui sont des géantes rouges principalement. Et ces géantes rouges, c'est celles qui vont souvent servir de points de repère. Donc les plus belles, donc par exemple une que j'aime bien, c'est Arcturus dans la constellation du Bouvier, qui est très très belle à voir, donc proche de la constellation de la Grande Ourse. Ces étoiles, elles, vont un jour exploser en supernova. Et là, on a de nouveau un nuage qu'on peut observer. Donc, par exemple, il y a même des explosions de supernova qui ont été observées et dont on a des comptes rendus. Et là, je pense surtout à celle qui sert de référence, c'est la nébuleuse du Crabe qui a explosé. C'est les Chinois qui l'ont observé, je ne sais plus exactement la date, mais voilà, au Moyen-Âge. Enfin, notre équivalent Moyen-Âge, qui l'ont observé, qui ont relaté. Donc, une supernova, ça fait un grand flash lumineux qui a duré un temps. Voilà. Après, les astronomes, eux, en ont observé depuis, mais on a plusieurs phénomènes comme ça d'explosion de supernova. Donc, il laisse derrière lui un nouveau nuage. Voilà, un nouveau nuage. Et qu'est-ce que fait une étoile Comment ça se fait qu'une étoile explose? Eh bien, tout simplement, c'est que c'est de l'hélium, de l'hydrogène. Petit à petit, elle va fabriquer un noyau. C'est tout simplement de la réaction nucléaire. Et des particules vont se créer à l'intérieur, donc principalement du carbone, mais d'autres particules également. Et quand la supernova va exploser, tout ça va être libéré dans l'atmosphère. Voilà, tout simplement. Alors là, on a des échelles de temps qui sont absolument énormes, donc du coup, pépère, la particule, elle vit sa vie, et puis elle se réaccrétionne, et puis elle voyage, elle est captée par autre chose. Voilà, sachant que l'univers vieillissant, il y a de moins en moins de particules qui se baladent, parce que toutes les étoiles ne sont pas des étoiles qui vont exploser et donner lieu à un nuage. Il y a d'autres alternatives que la supernova. Voilà. Ça change selon la taille d'origine de la planète, oui, c'est ça? Absolument. D'accord. Donc là, tu nous as expliqué pour les géantes rouges. Alors après, on a les tailles comme les tailles moyennes, comme notre Soleil. Donc notre Soleil, ce qui va lui arriver à un moment, il va donc c'est du combustible, donc à un moment il manque d'énergie. Je vous le disais, la raison de l'explosion. Notre Soleil, il va commencer par perdre l'énergie, donc du coup, l'attraction de l'étoile va être plus faible, donc ça va commencer à gonfler. Et donc la couche d'hydrogène va gonfler, va manger les planètes autour. Donc on va rester longtemps au stade où ça mange Mercure. Et puis après, ça va manger Vénus, et là on est mort. De toute façon, on n'est déjà pas très très bien quand ça va manger Mercure. Et après, ça va atteindre, je crois, jusque Mars, et après, poum. Alors ça va un petit poum. L'échéance, on a une idée? Ouais, on a 1000 ans. On a 8000 ans. 8000 ans? Ouais, je crois. Seulement? Vérifiez. Ouais. Parce que j'ai pas été le relire, mais on n'a pas longtemps, Ça me paraît short.
Donc, allez D'accord. vérifier. Et puis, si quelqu'un a l'info plus... N'hésitez pas. voilà. Parce qu'en fait, j'étais repassé absolument tout, mais en rush, comme d'habitude, puisque je montais l'événement. Donc, pour le coup, pour les quantités, les dates, comme en général, je m'en fous. Du coup, je les retiens pas forcément bien, à part la date de l'univers. Ça, c'est bon. Donc, après, on a des étoiles qui vont finir comme ça. Et puis après, on a des étoiles naines. Donc, comme Jupiter, qui est une étoile ratée, en imaginant que Jupiter n'ait pas raté sa vocation, eh bien, on a des étoiles naines qui, elles, vont tout simplement, non pas exploser, non pas faire des trucs phénoménaux, mais pouf, un petit peu gonfler, et puis juste s'éteindre. Voilà, comme un feu. Donc, une des théories dit qu'à un moment, l'univers, son problème, c'est qu'il va se retrouver plein d'étoiles mortes, en fait. Alors, c'est quoi une étoile morte et qu'est-ce que ça donne? Ouais. Alors, une étoile morte, il lui reste un noyau. Et ce noyau, selon sa densité, va éventuellement s'effondrer sur lui-même, éventuellement se mettre à tourner vite, et ou alors faire rien du tout. Alors un noyau, une étoile naine qui meurt, donc évidemment elle ne devient plus étoile jaune, machin, elle devient étoile grise, étoile, voilà, jusqu'à être étoile ou rien du tout. Elle va, quand elle se met à tourner très vite, ça s'appelle un pulsar. Et c'est une musique absolument magnifique, donc, qui est recueillie par les radiotélescopes. Et c'est très très beau, enfin, ça fait un bruit. Voilà. Selon la vitesse de rotation, la période de rotation, ça envoie une onde périodique, c'est ça tout... Voilà, des fois, oui, c'est vraiment... J'ai entendu dire aussi, on s'en sert comme balise pour positionner les différentes planètes, notamment dans les messages adressés alors possiblement d'autres civilisations, c'est ça? Le temps que ça arrive. C'est ça. Mais ce qui est... c'est magnifique. Je trouve qu'il est vachement émouvant dans le bruit d'un pulsar, c'est que autant la lumière des étoiles, ça peut être émouvant quand on pense que c'est loin, autant c'est du son qui est produit. Là. Et qu'on sait qu'il arrive de très très loin aussi. Et c'est du son qui a voyagé dans le temps. Alors après, il se passe un autre phénomène. Une étoile, eh bien, quand elle est vraiment très très dense, ça s'inverse. Ça s'inverse et ça devient un trou noir. C'est-à-dire qu'au lieu que les photons, donc la particule élémentaire de la lumière, au lieu que les photons se mettent à partir partout, ils rentrent en eux-mêmes. Et donc, cette quantité incroyable de photons, parce qu'à partir du moment où le mécanisme d'effondrement se déclenche, ça avale tout, mais tout. C'est, pour le coup, c'est pas pouf, 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 ça va englober la Terre, ça va avaler tout ce qui est autour, la galaxie et tout ce qui s'ensuit éventuellement. Et donc, c'est là où on devient, où on ne sait pas grand-chose. C'est là où on rentre dans le champ de la mécanique quantique et où on commence à parler de voyage dans le temps, parce qu'on se dit, ok, ça rentre, mais ça sort où? Donc voilà, donc imaginez un trou noir comme Du coup, ça fait plutôt voyage dans l'espace. Comme quand on a l'eau qui coule dans un siphon, exactement. C'est ça, ouais. Et puis, ça va où? Alors, on ne peut pas avoir d'information. Pourquoi? Tout simplement parce que l'information, à partir du moment où le photon disparaît, on n'a plus d'information. On ne peut pas en avoir. On ne peut pas aller l'éclairer. On est sûr qu'il disparaît parce que, en fait, on pourrait imaginer que comme la masse du trou noir est très très importante, on pourrait imaginer le photon, par exemple, qui arrive et qui s'écrase et qui est complètement, du coup, qui s'intègre à la masse du trou noir et qui vient, au départ, il va le faire, c'est qu'il va y avoir un temps de distorsion. Et puis après, rien. Donc on le sait, on a des temps. Pourquoi la preuve que ce phénomène existe? Tout simplement, on en voit les traces. C'est-à-dire qu'actuellement, le centre de notre galaxie, notre galaxie qui s'appelle la Voie lactée, notre bras. Il y a un centre de l'hélice. Voilà, au centre de notre galaxie, il y a un géant trou noir qui est en train de tout absorber. D'accord.
Donc, Notre voilà. devenir. À notre devenir du devenir, même quand on sera C'est mort. ça. depuis, Oh, bah, on sera, oui, des l'humanité même milliards entière. Il y a d'années, des chances que- c'est de finir dans un Bien trou sûr. noir. D'accord. Et donc, du coup, On la l'a question. baptisé, il a un petit nom, ce Je crois que c'est glouton. Big Hole, mais je suis pas sûre. D'accord, ok. On est très pragmatique en fait. Par exemple, les galaxies, bah, elles ont tendance à se regrouper forcément. Hein, c'est toujours sous la même action des mêmes forces. Et donc, nous, c'est le groupe local. Voilà. Et sinon, on a aussi l'amas local. Par contre, on est dans le super amas de la Vierge. Bon, à un moment, il y a un truc comme ça. Hop, hop. Donc, pour en revenir au trou noir. Donc, on a des trucs qui disparaissent. On ne sait pas où ils vont. On ne sait pas s'ils sont détruits. On ne peut pas avoir l'information. La seule chose qui peut nous permettre de l'avoir l'information, c'est les modèles mathématiques, en utilisant deux théories, donc la théorie de la relativité et la théorie quantique. Hmm. Là, le problème qu'on a actuellement, c'est que elles ne disent pas la même chose. Elles ne disent pas toujours la Ouais. même chose. Et dans ces différences, on ne sait pas quoi en faire en fait. On ne sait pas pourquoi il y a une différence. Ce qu'on sait, c'est que ni l'une ni l'autre ne peuvent être réfutés, sinon le monde n'existerait pas. Donc là, pour l'instant, donc les chercheurs sont à la recherche de la théorie unifiée. Ils travaillent tout le temps dessus. Donc il y a des hypothèses comme quoi il y a des choses une théorie qui s'appliquerait au plus grand et l'autre au plus Oui. petit. Parce qu'en fait, grosso modo, c'est ça, la relativité, on arrive à la gérer dans un espace plutôt commun, plutôt petit, alors que la quantique... Non, c'est le contraire, c'est ça, c'est la quantique qui s'applique au plus petit et la relativité qui s'applique aux astres, en fait. Voilà, Et la mais en quantique, c'est même- plutôt tout ce qui est atome, tout ce qui est interaction moléculaire, plutôt que... Voilà. Et du coup, dans les théories qui essayent de concilier les deux, il y en a des connues. On Bah, peut citer la théorie des cordes. C'est Alors, ça, quand c'est- non voilà, en même temps, quand tu parles d'un trou noir, tu parles au niveau du quark et tu parles, Mhm. qui est donc ce qui compose la particule. Mais donc, on est dans le petit. Ouais, et en même temps, On parle aussi dans l'énorme. de- C'est voilà. ça mélange les deux. Donc voilà. D'où la Donc complexité de ce tant qu'on n'aura pas trouvé, Hmm. on ne saura pas. On a une autre composante qui nous pose problème, et je vais juste dire ça et pas développer. Ça sera peut-être quelqu'un d'autre qui développera un autre jour. C'est qu'actuellement, Regardez ça. l'univers, quand on le pèse, Mhm. eh ben, il en manque 80%. C'est-à-dire qu'on fait le catalogue de ce qu'on a dans le saladier à peser, Pas con. et puis merde, il en manque 80%, c'est quand même énorme. Donc on ne sait pas. Et ce 80%, il est impossible que ça n'ait pas une influence à un moment ou à un autre. Donc on a quand même cet inconnu qui nous ramène à peu près au niveau du cloporte en ce qui concerne la connaissance de l'univers. Quand tu fais des tas de trucs, tu observes des tas de choses, puis bam, On se dire que 80%. Quoi. le plus gros reste à découvrir. Ça, Voilà. ça, Donc en c'est fait, quand on global parle de dans ces toutes les trous noirs, sciences. d'où ça va? Donc on peut imaginer des tas de choses. On peut imaginer que, par exemple, l'ensemble de l'univers est absorbé petit à petit vers un autre univers, qui est l'anti-univers, parce qu'on sait que des particules existent et les antiparticules existent. C'est-à-dire, grosso modo, quand tu les mets en contact, ils s'annihilent exactement comme ce qui se passe dans un trou noir. Mhm. Donc on peut imaginer que notre univers, il y a des univers parallèles, parce qu'il n'y en aurait pas que un, parce qu'il y a des trous partout, et il y aurait des univers un petit peu comme des bulles, en fait, avec des tunnels. Donc il y a cette théorie-là qui est juste vertigineuse et passionnante. Il y en a d'autres qui disent que ça rentre par un côté, ça sort par l'autre, et que donc il y aurait des endroits peut-être pas observés encore où on aurait des résurgences de matière. Mhm. On ne voit pas. Donc il y a aussi beaucoup évidemment la théorie qui consiste à voyager. Donc là, pour le coup, tout ce qui est SF se base là-dessus. Oui, bon, c'est un peu une mode. C'est Enfin, c'est Stargate, pas une mode c'est, parce qu'il y a toujours eu Doctor des. Who, c'est- Oui, voilà, on joue avec ça. ça, On joue aussi avec l'espace-temps. Ça, c'est Mm. encore autre chose, mais là, je ne vais pas développer. Mais Et en c'est fait, juste ce qui vient de la passionnant. relativité qui associe la gravité avec le Bah, temps, non, bon, c'est simple. T'imagines Parce que déjà, si j'ai bien pu comprendre, déjà la différence entre nous et les GPS, on n'évolue pas dans le même temps. Et à chaque fois, il y a une resynchronisation. Un à truc, c'est faire, simple. ça, Tu prends t'imagines un morceau de lycra Ouais, et une boule de billard. ouais. Tu prends ton morceau de lycra, il est bien là, il est bien tendu, etc. Il n'y a pas de problème, tout est OK. Tu J'aime appelles bien. ça le temps. Tu prends ta boule de C'est billard. difficile le à nom du imaginer. Dieu. Et là, ouh, Ça fait. et là. Mm. Donc là, ta boule de billard représente une planète, je suis une étoile, Mhm. etc. Représente un objet. Et donc le temps, au lieu de faire comme ça, il se met à faire.
et en route. Mhm. Voilà. En fait, tu dis une planète, mais on pourrait imaginer n'importe quelle masse. Oui, il faut que ça soit suffisant, mais effectivement, Voilà. n'importe quoi peut dévier. Ce qui fait qu'à un Donc, moment, du coup, si on Stephen met un trou Hawking, noir, Stephen ça fait une. Stephen Hawking pensait Hawking, qu'éventuellement, grand spécialiste. on était plein de petits trous noirs partout. Même Oui. notre corps avait des trous noirs. Est-ce qu'on est parce que du coup, ça serait pas lié à la masse de l'objet en soi. Si, c'est lié à la masse. Mais que notre masse suffirait, Ben, même ainsi voilà. Donc infime après, soit-elle. après, il a dit je me suis trompé. Oui. Je me suis trompé, c'est pas vrai. N'empêche qu'effectivement, Mais il a eu un c'est raisonnement. C'est intéressant. Il a eu un raisonnement qui l'a amené jusqu'à penser ça à un moment. Mhm. Voilà. Donc ça, c'est pour l'espace-temps. Et donc, ben, on pourrait avoir comme ça des anti-nous quelque part à l'infini. On pourrait avoir aussi des endroits où on peut rentrer, prendre des raccourcis pour aller ailleurs et donc aller à la découverte des étoiles. Voilà, on ne sait pas grand-chose de ces trous noirs, si ce n'est qu'on ne pourra jamais les observer. Ouais. On ne peut juste constater que. Voilà. On peut constater que, et puis après, ben, quand une théorie, une formule mathématique, c'est simple et ultra vérifiée parce qu'elle s'applique, je ne sais pas moi, aux petits pois, aux carottes, aux torchons, aux serviettes. Quelque chose absolument. d'accessible. Voilà, archi vérifié et totalement accessible. Eh ben, on n'a plus qu'à la reporter et avoir le résultat. On fait bon, c'est pas possible, mais si c'est possible. Et voilà. Et après, les chercheurs cherchent à réfuter, à confirmer ou à infirmer un résultat. Voilà, ça c'est ce dont on peut rêver quand on est sous les étoiles. Parce que oui, quand on se met sous les étoiles dont on parle, potentiellement, effectivement, il y en a certaines qui à un moment, soit seront absorbées, soit pourront se transformer en trous noirs. Voilà, c'est déjà pas mal. Ça pour rêver. fait bien rêver, Ouais, oui, je sais c'est pas ça. combien il nous reste. Là. On m'a dit une demi-heure, il y a à peu près 10 minutes, donc je dirais qu'il reste 20 minutes. Voilà. Environ. Donc si vous voulez intervenir, moi j'ai 2-3 petites questions qu'on peut essayer de répondre, qui sortent Ouais. un petit peu du sujet. Bon, on m'a demandé si on avait entendu parler du projet de colonisation de Mars. Bon, je pense que ça fait référence à, je sais pas si on peut le dire, Madame Barswan. De colonisation de Mars, Bon, bah ça, alors est-ce que, forcément. si on nous demande si on a un avis là-dessus, quant à savoir si c'est possible. Alors, oui, bah, bien sûr. En fait, le truc, c'est que l'humain, on ne sait pas pourquoi. Enfin, si, pour le coup, c'est du côté des sciences humaines, mais un irrépressible Ouais. besoin de voyager, d'aller voir. C'est l'aventure, c'est Voilà, le côté c'est aventurier, toujours la d'aller curiosité, on est en Voilà, plein de dedans. monter sur la c'est- montagne pour voir ce qu'il y a derrière. C'est ça. Et C'est bien, c'est bien. donc, le voyage Cool. de l'humain, on n'a pas 50 000 solutions pour l'instant. À partir du moment où on ne sait pas voyager dans le temps, il va se limiter à ce qu'on a autour, c'est-à-dire, pour y mettre un humain dedans, s'entend, on a la Lune. Bon, hop, Bon, on y est ça, allé un c'est peu, déjà fait. non sans mal quand même. Hein. Et on ne peut pas faire ça comme on C'était veut. la course. Voilà. On a Mars. Et puis après, il faudra se cotiser pour Oui. aller jusqu'à Proxima du Que- Centaure. Bizarrement, Vénus, non, ça intéresse pas. C'est Un peu se craver les c'est un miches. peu. hein. Voilà. Voilà. Bon, puis Mercure, on n'en Et- parle même pas. Après, quand on va de l'autre côté, du coup, c'est un peu C'est se ça. cailler les Donc miches. on va plutôt s'éloigner, quitte à se les geler, plutôt que. Voilà, je rappelle que l'univers est vide et composé Ouais. et dont la température approche le zéro absolu. Ouais, voire, parce qu'on a voilà. posé aussi une autre question très intéressante, c'est comment fait-on pour se déplacer dans le vide? C'est vrai que ça peut être, mais bon, ça sort peut-être du domaine de compétences, mais c'est vrai que se déplacer dans du vide, on se dit on n'a rien pour s'appuyer, c'est que de la cinétique en fait, il faut une cinétique si, de on départ. A, et on a puis- des moteurs à... Donc en fait, quand une fusée est lancée, elle est lancée avec un moteur à poudre. Et boum, voilà, quoi, hein, comme une fusée de feu d'artifice, grosso modo. Bon, là, je fais carrément de la grosse schématisation, mais... Ouais. En fait, c'est surtout que vu qu'il y a voilà. au contraire, c'est plus facile de se déplacer dans du vide Voilà. que dans de l'air. Il n'y a pas de résistance, il n'y a Il n'y pas a pas de résistance, il n'y a il y a rien. pas- Donc voilà. après, on a des moteurs nucléaires, tout simplement. hein, c'est, La propulsion reste la même. la dans- propulsion dans- est nucléaire, il n'y en a pas d'autre. Alors si, effectivement, il y a des panneaux solaires comme sur l'ISS, la station spatiale, et qui effectivement apporte plein, mais voilà, les deux modes de déplacement, c'est nucléaire ou solaire. Voilà, mais solaire, c'est généralement que de la pointe. Ceci dit, les rovers qu'il y a sur Mars, c'est pas du nucléaire, c'est du solaire. Puis aux Ah oui, alentours de non, Mars, j'avais pas Oui, fini Mars, d'expliquer où on en est. Bon, c'est Initial Big Brother, toujours le même, qui rectifiait le tir, parce que, en fait, on avait mal compris sa question, visiblement, il demandait surtout si, est-ce qu'on, Mars
pourrait être terraformable en fait, un peu dans le délire à la Terra Nova ou ouais, je connais pas Bah, trop, mais ça le c'est de la SF. Hein, Non, je veux non, dire, non, sur le papier, c'est tout à fait possible. C'est Après, possible, c'est faisable. après, il y a des C'est obstacles quoi? qui C'est on sont... envoie une serre, on cultive des choses pour que ça rejette de Attends, il y a l'oxygène quelque et chose, du. je vois pas, il est dans la lumière. C'est tellement écrit petit en plus que. Vas-y, avance encore un peu. Attends. Passe devant caméra, fais un sourire. Vas-y, montre-leur, 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 montre-leur. Merci Fred. Mais Donc, ouais, ouais, non, donc c'est- pour non, toi, c'est c'est tout pas, à fait- c'est c'est pas, tout à c'est fait pas de la possible. SF. C'est. Non, non, ils sont en train de travailler dessus. Ouais. Voilà, la couleur Nickel. est corrigée. Ah là là. C'est du Et, manuel ici. Donc en fait, ouais, non, c'est en train d'être travaillé. Il y a quelques obstacles quand même, puisque par exemple, ça fait un voyage de 3 ans. 3 ans pour des gens qui sont confinés à l'équivalent d'une tente Quechua pour C'est ça, c'est l'alpinisme. ça. Ouais. C'est très 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 dur psychologiquement, c'est très difficile. Il faut embarquer tout le matos qui va avec. Il faut faire attention aussi qu'ils ne chopent pas une maladie, cette maladie va, Bien sûr. voilà, va évoluer. Il faut aussi qu'on n'aille pas mettre des saloperies sur la planète. Donc voilà, mais évidemment c'est à l'étude et l'humain de toute façon le fera à un moment. Oui, on a le chic pour. De toute façon, on a un Voilà. challenge, on le relève, et puis l'humain est explorateur dans l'âme. On l'a toujours vu dans le passé, on le verra toujours dans le futur. Maintenant, bon, il y a eu les fonds sous-marins récemment. L'autre étape, c'est l'espace. L'espace, ça continue Voilà. depuis les années 60, 70. Donc, Juste, par exemple, on a le problème aussi, c'est l'alimentation en vivres. ouais. Ah oui, bah oui, Notamment le fait qu'il faut faire une serre. Et bien, Du coup, pour faire une c'est- serre, si jamais l'équilibre n'est pas Mm. Moi, je voyais plutôt la serre dans l'optique de créer en fait de l'oxygène, surtout. Enfin, oui, parce que, mais Mm. en plus de ça, l'idée c'est que oxygène et création, recyclage de l'eau, et puis nourriture. Le problème c'est qu'il faut aussi des insectes. Ouais, Parce c'est qu'il y c'est a, pas faux. voilà, les insectes pollinisateurs, ils sont nécessaires pour, voilà. Donc il y a plein d'obstacles comme ça, mais on y travaille et d'autant que, alors il y a 2 choses. Quand je disais que le soleil va enfler, Oui. le soleil va enfler. Alors et apparemment, va- j'ai quelqu'un qui a vérifié, c'est plutôt 4-5 millions d'années que Ah, 8000 ans. voilà, Bon, 4 voilà. vérifiez, Oui, de non, toute mais c'était sûr que je disais façon. une connerie. C'est voilà, c'est donc- dès qu'on dit quelque chose que vous tiltez, que vous Ouais. pensez qu'on dit travers, allez vérifier. Voilà. Et donc il y a quand même un truc, c'est quand le soleil va gonfler. Il y a une des possibilités pour l'humanité qui va être de s'éjecter sur Mars. Donc ça fait gagner un petit peu de bonus. Ouais. Je pense que c'est ça qui fait un peu rêver les humains aussi. Oui. Et puis le fait de miner, ça c'est vachement important. Voilà, pour Mars en tout cas, ça travaille dessus et très fermement. Après, c'est vrai qu'on a aussi le chiffre. On a des limites, mais l'homme aime beaucoup les repousser. Et finalement, avant, on considérait de partir dans l'espace, on se disait, mais c'est pas possible. Maintenant, on est capable d'y aller. Là, on peut imaginer que dans un futur, même aller dans d'autres systèmes solaires, pourquoi pas? Ça sera peut-être, on trouvera peut-être Voilà, moyen. donc voilà, toutes ces études-là aussi sont faites sur la station spatiale. Pour essayer de C'est voir, déjà une étape. Voilà, ne serait-ce que sur le psychologique, par exemple. C'est ça, c'est une avancée. C'est voilà. comme. Il reste Faut quand y aller même, par pas. Bon, bref. par morceau. Voilà, exactement. Si tu fais par parsec, en fait, ça va plus, ça va très très loin le parsec. C'est Voilà. ça, c'est ça. Pour ce que je sais, voilà, mais c'est quasiment de... Ouais. Voilà. Alors, dans la série, Murphy est un con, mais on l'a bien rusé. Il n'a pas plu au GF, mais là, on a l'orage cataclysmique qu'on a eu en 2014. Ah oui. Donc voilà. Ça, j'ai une bonne question, j'avais tilté aussi, mais bon, j'ai pas de pseudo pour citer la source, parce que tu parlais du son des pulsars. Mais c'est vrai qu'en fait, l'espace étant du vide, le son en tant que son ne peut se transmettre dans l'espace. Mais je pense qu'en fait, on parle du son capté par les... dis-moi si je me trompe, hein, capté Ouais. par les appareils, mais par l'onde d'énergie électromagnétique qui est dégagée du pulsar, en fait, qui T'imagines, quand crée tu une... regardes les étoiles, on parle de lumière, il vient pas avec ses petites pattes et ses valises. Ouais. Il fait pareil pour le son. Il est capté parce qu'on observe des fréquences. Et donc après, on peut le retranscrire en son. Ouais, mais... Ouais.
Oui, c'est ça, oui. Ouais. Mais c'est pas le même son, je veux dire, c'est pas l'onde sonore, c'est pas une onde sonore qui est envoyée, c'est C'est plutôt, une fréquence. c'est une fréquence. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est un peu comme celle qu'on capte quand la télé grésille, tu sais, quand les vieilles télés qu'on avait, qu'on mettait en blanc, c'est on ça. captait une onde, ça faisait un son un peu bizarre, Voilà. c'est un peu le même principe, ou le même principe que le son qu'on entend à la radio. C'est pas une onde sonore, c'est une fréquence qu'on Ah. reçoit et qu'on traduit en son. C'est Et exactement c'est ce qu'on fait exactement là. ça. Ce qu'on fait là, c'est que vous Oui, entendez voilà. ce qui a voyagé, vous n'entendez Donc, pas notre... je n'ai pas ton nom, mais j'espère que tu as ta réponse. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous entendez la pluie, nous on l'entend. L'orage Alors, arrive. par exemple, dans des questions astronomie et dérivés, est-ce que vous savez que l'eau ne se régénère pas? C'est-à-dire que l'eau, comme n'importe quelle particule, eh bien, elle était une bonne fois pour toutes sur Terre, Mhm. et à part éventuellement d'éventuels cailloux qui seraient tombés. Voilà, Ouais, mais mais là, on vraiment parle par d'Afrique. petite dose, quoi. Voilà. c'est- Et l'eau est recyclée en permanence depuis la création de la Terre. C'est-à-dire que, Mhm. aussi fantastique que de lever le nez au ciel, eh ben, regardez l'eau tomber. Imaginez tout ce que cette eau a pu faire depuis la création de la Terre. Même des dinosaures ont dû la boire et faire pipi avec. C'est de l'eau qui a servi aux premières briques de la vie. C'est l'eau qui a vu, qui a été à toutes les étapes de formation de la Terre. Et voilà, c'est encore cette eau-là. Si ça peut encore, si cette notion peut vous aider ou aider à transmettre cette notion, voilà, c'est ce que je vous dis, vous êtes aussi à transmettre que l'eau est précieuse et qu'il n'y en aura pas d'autre, c'est-à-dire quand l'eau est sale pour trop longtemps, eh ben on n'a plus d'eau. Mhm. C'est-à-dire, grosso modo, si vous voulez pas, il faut préserver l'eau propre, parce que l'eau propre, l'eau Et sale ne se nettoie pas On si n'aura pas des facilement. moyens infinis Voilà. pour la purifier. Quand l'eau est c'est impossible, irradiée c'est- avec des particules qui vont durer des centaines et des centaines d'années, Tout à cette fait. eau ne pourra plus servir du tout avant tout ça. Et si jamais on l'utilise quand même, nous, humains, ou les êtres vivants, quick. Mm. Donc ça, du coup, je vous parle de Fukushima, mais c'est ça. Fukushima, pour ceux qui ont oublié la catastrophe nucléaire qu'il y a eu au Japon. Et que, Pour les moins de, c'est quoi? C'est 4 ans, même pas 3 ans? je sais pas, mais en fait, la solution, à part nous raconter des conneries, nous raconter des conneries et tout balancer à la mer. Hein. Et l'eau est vraiment extrêmement précieuse, non pas parce que dans certains endroits, il y en a plus et d'autres, il y en a beaucoup, comme par ici. Non, c'est parce qu'à un moment, quand l'eau est trop sale, on est comme dans le désert, on ne peut pas la consommer. On peut filtrer certains trucs, mais il y a des trucs qui ne sont pas filtrables, qui ne sont pas nettoyables. Et notre société a fait la connerie d'aller toucher à des choses auxquelles elle n'aurait pas dû toucher. Après, c'est aussi comme ça qu'on avance dans la science. Des fois, on tâtonne, on essaye, on se rend compte que ce qu'on avait découvert au final, c'est pas l'idée du siècle et que ça sert pour des choses, mais que ça a d'autres inconvénients qu'on ne pouvait pas imaginer à l'époque. Puis maintenant qu'on sait un peu plus aux inconvénients, c'est peut-être là maintenant qu'il faut agir, c'est sûr. C'est surtout en fait que le truc, c'est que quand on fait une connerie, c'est normal. Quand on fait 2 conneries, c'est normal. À la limite, au 3e, c'est qu'on est con. Quand on recommence, c'est qu'on est con. Là, c'est pas forcément qu'on est con, c'est qu'il y a des puissances de profit, qui soient de profit de confort, de profit politique ou tout simplement de profit financier, qui sont pas du tout au service de l'ensemble de l'humanité et surtout des générations qui vont suivre. On a besoin, on prend point barre, et puis c'est tout. Voilà. Après, je dérive un petit peu, mais c'est vrai que prendre conscience de l'univers, c'est aussi prendre conscience de la fragilité de l'être humain, de la particularité, la fragilité du vivant, et tout ce qui a été mis en œuvre comme coïncidence extraordinaire pour assembler toutes les particules qui font ce que chaque individu est. Et ça, c'est passionnant. Et je trouve que ça vaut le coup. Ça fait relativiser quand même. Ça nous fait paraître pour très peu de choses, en termes d'individus, mais aussi en termes d'espèces. Parce qu'on parle de l'espèce humaine comme si elle allait durer
X temps, mais je pense qu'il est important de se rappeler que l'espèce humaine va forcément disparaître. Je Ah pense, bah, là, je trouve que l'espèce c'est- humaine a une propension au suicide qui est quand c'est même bon, extraordinaire. quoi. déjà de base. Puis il n'y a pas une espèce pour l'instant connue qui a survécu plus d'un certain. Oui. Même si l'humain est capable d'adaptation par-delà certaines limites, et voilà, elle sera vouée à l'extinction un jour ou l'autre, et l'univers survivra longtemps à cette extinction. Faut pas je pense qu'il ne faut pas l'oublier. C'est aussi se remettre à sa place. Quand on observe, on étudie l'immensité de ce qui nous entoure. Voilà, faut que ça nous remette à notre place. Je pense qu'il faut parfois réaliser que être humble devant l'immensité et à côté de nous, c'est des choses qui sont immortelles. Et puis se battre contre la connerie humaine aussi, Oui, parce aussi, que bah c'est oui, aussi c'est le sens de ce qu'on fait, c'est aussi, ouais, de ce qu'on bien sûr. dit ce soir. C'est imaginez un petit peu les dinosaures. Ils étaient tellement cons qu'il leur fallait un cerveau moteur pour certains pour actionner la queue. Grosso modo, schématise. Il a fallu une comète et puis tout ce que ça a fait pour les détruire. Nous, les humains, on n'a besoin de rien, on le fait tout seul. Mais voilà, il y a des trucs. Enfin, actuellement. Ça devrait pas me faire rire. Après, j'ai pas envie de revenir sur des choses plus sombres, mais c'est quand même la réalité. En ce moment, on vit avec un taux de cancer dans la population qui est énorme, et il est provoqué par rien d'autre que par la connerie humaine. C'est tout. On a la connerie humaine porte un nom de maladie qui est conjoint à la connerie humaine. Et voilà. Maintenant, il ne nous reste plus que 5 minutes. Si vous saviez comment Fred est beau quand il arrive avec son C'est petit ça. panneau, Tu devrais passer devant, mais passe devant Oui, caméra passe devant. avec. Tiens. Fais ton petit déhanché et tout. C'est magnifique. C'est ça. Comme petit ring de boxe là. C'est. Voilà, donc on va conclure. Avec Julien, on va. C'est ça. On va se partir rejoindre là-haut. bientôt. On va changer de flux en fait. On va C'est monter ça. là-haut. Si vous voulez nous suivre, ça se On passera va parler de ton au flux sujet. 2. Tout à fait. Voilà, C'est comment devenir un super-héros dans la vie de tous les jours. voilà. Je sais pas si ça en intéresse certains.